Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Aurélie Filippetti qui sera débriefée par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. En milieu rural, l'accès aux services publics rime parfois avec grosse galère. En conséquence, la Poste a décidé de prendre ses responsabilités et d'ouvrir 500 maisons de services publics partout en France. La première dans les Alpes-Maritimes a été inaugurée hier matin à Saint-Étienne-de-Tinée. Il est désormais possible via un ordinateur de bénéficier des services de Pôle emploi, de la CAF ou encore de faire le point sur sa retraite. Plus besoin donc de se rendre sur le littoral. Explication avec Lucie Camin pour Azur TV. Si Roger se rend aujourd'hui à son bureau de poste, ce n'est pas pour retirer un colis ou envoyer un recommandé. Il souhaite s'informer sur plusieurs points concernant son statut de retraité. Une initiative désormais possible grâce à ce poste multiservice numérique. Alors si par exemple tu cliques sur la retraite, tu dois pouvoir accéder à ta retraite, les modalités, les dates de paiement, si tu veux les consulter, tes paiements. Après, tu peux faire une simulation aussi. Ça va améliorer les besoins peut-être des gens du village. Ouais. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas Internet aussi. Donc ça fait peut-être un supplément. Ouais. Caisse d'allocation familiale, assurance maladie ou Pôle emploi. D'autres opérateurs sont également à la disposition des Stéphanois dans cette maison de service public située au sein du bureau de poste du village. Une initiative qui leur permet aussi d'éviter de se déplacer pour réaliser leurs démarches administratives. Pôle emploi, il fallait se rendre sur Nice, la CAF également, donc une économie de temps, un gain également financier et puis aussi écologique. On fait un travail très important d'aménagement du territoire avec les élus et les collectivités territoriales pour effectivement donner à tous nos habitants un service de proximité. En général, on est sur des distances de 20 minutes à peu près de déplacement. Dans le département, la seconde maison de service public ouvrira elle ses portes à Tende d'ici quelques semaines. Au total, une dizaine de services de ce type devraient être mis en place dans des villages maralpins d'ici 1 an. Service public suite, direction les Hauts-de-France où les pompiers continuent de protester. Hier, une 50aine de pompiers ont manifesté au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Effectif déroulement de carrière, les syndicats sont en désaccord avec la rigueur budgétaire départementale. À Lille, Alain Molinari pour WEO TV. C'est la crise. Ah, mon dos, la crise. Face à face imposé par 2 syndicats au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Plus d'une 50aine de pompiers se sont invités à une commission administrative paritaire. Contraintes budgétaires contre qualité du service public, rationalisation contre sous-effectifs chroniques dans les véhicules lors des interventions. Les analyses diffèrent. Les engins sont plus équipés en personnel suffisamment, donc ils prennent des risques pour la population et ils prennent des risques pour eux-mêmes. Et donc on est venu alerter plus qu'alerter, on est venu vraiment le dire avec une détermination qu'il faut maintenant renouer, alors pas avec un dialogue, avec des actes. Le financeur qui est le département est en étau budgétaire. L'année prochaine, c'est encore 50 millions d'euros en moins dans la DGF du département. Et bien tous les organismes paradépartementaux en subissent les conséquences. À la sortie, les pompiers ont finalement considéré les réponses apportées comme une fin de non-recevoir. Le dialogue de sourds semble vouloir continuer. Toujours dans les services publics et dans le Gard, c'est près de 80% des aides soignants et infirmiers des urgences de Nîmes qui étaient en grève. Ils dénoncent le manque de communication avec la direction, l'épuisement du personnel, mais surtout la maltraitance des personnes âgées qui, selon eux, restent sur des brancards pendant 24 à 72 heures faute de lit. Un reportage de Charles Arrigoni pour TV Sud. 80% des aides-soignants et infirmiers des urgences de Nîmes étaient en grève ce mardi. Ils dénoncent le manque de communication avec la direction, l'épuisement du personnel, la fermeture de lits ponctuels, mais surtout la maltraitance des personnes âgées qui, selon eux, restent sur les brancards pendant 24 à 72 heures faute de lit.
Des exemples, on en a tous les jours dans le service. Moi, le dernier, il n'est pas vieux, ça date de 15 jours. C'est un monsieur de 90 ans qui pesait 35 kilos parce qu'il avait une maladie qui l'a fait énormément s'affaiblir. Il rentre aux urgences le mardi après-midi pour une altération de son état général et le jeudi matin, il était encore là sur un brancard, complètement confus. Les autorités du service ont été prévenues, ils savent très bien dans quelles circonstances, ils sont derrière nous et notamment le corps médical pour dénoncer ça. C'est une honte. Aujourd'hui, la politique de santé, il faut qu'elle se remette en question et qu'on nous donne les moyens de soigner les gens correctement et notamment nos aînés. Et leurs demandes sont simples, ils souhaitent une augmentation du personnel qui a dû faire face à un accroissement d'activité de 25% sur les 3 dernières années. Ils souhaitent également la création d'une hospitalisation de courte durée. Aux urgences de Nîmes, on a une zone d'attente d'hospitalisation où les personnes en attente de lit dans l'hôpital attendent. C'est une salle, donc, dirons-nous concrètement, qui est morbide, sans lumière, où les personnes attendent 11 dans une salle qui doit faire 10 mètres carrés, sans point d'eau, sans paravent, où aucune dignité n'est respectée, où les toilettes sont faites devant les autres personnes. Donc nous, on demande concrètement, avec quelque chose de signé et acté, la création d'une zone d'attente d'hospitalisation avec des lits, des chambres comme dans les services de l'hôpital normal, quoi. Les aides-soignants et infirmiers pourraient reconduire le mouvement pour être entendus, avec, ils l'espèrent, l'appui de tous les autres services des urgences. Avant d'accueillir Aurélie Filippetti, notre invitée politique à 8h, qui est députée de Moselle, une initiative dans son département en milieu rural. La première journée du soutien à la parentalité. 150 professionnels et bénévoles dans ce domaine réunis pour un temps de réflexion. Le thème choisi répond à leurs attentes. Quelle mobilisation pour mieux impliquer les parents dans les actions sociales? Oriane Valou pour Mirabel TV. Parmi les 4 ateliers proposés, 7 rencontres avec les créateurs de l'association Barabadom. Un café associatif et culturel destiné aux enfants et à leurs familles qui est installé en Flandre. L'association implique des parents bénévoles dans l'organisation d'événements autour de la parentalité dans des zones très rurales. Un dispositif qui, depuis sa mise en place, permet de tisser un nouveau lien entre parents et enfants, mais aussi avec les acteurs locaux de la parentalité. Car parvenir à impliquer les parents est une problématique que rencontrent de nombreux éducateurs, membres d'associations ou encore médiateurs familiaux du département. Au niveau du comité départemental, on travaille maintenant depuis 3 ans plus en direct avec les partenaires de terrain qui montent des actions. Et le sujet revenait assez souvent de leur part en disant que c'est pas évident d'impliquer les parents, c'est un travail de longue haleine et que des fois il serait bien d'avoir des techniques différentes. Et donc le comité s'est proposé d'organiser cette journée avec des intervenants spécialisés dans ce domaine-là. Dans cet autre atelier, les professionnels sont invités à réfléchir à la question de l'implication des parents. Comment faire naître un climat de confiance? Quelle posture adopter face à eux? On se focalise peut-être parfois un peu trop sur les parents. Ils ne sont pas les seuls acteurs qui interviennent auprès des enfants et qui garantissent finalement la réussite de leur éducation. La réussite de l'éducation d'un enfant, pour reprendre certains sociologues, c'est une responsabilité qui va être collective ou, comme on le dit à la CEP, une responsabilité qui est partagée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le partage des expériences des uns et des autres et puis ce qui fonctionne et puis pour peut-être pouvoir le remettre en pratique sur le terrain où je travaille. Une journée de soutien à la parentalité qui était une première en Moselle et qui devrait être renouvelée l'année prochaine. Dans ce journal maintenant, la prévention contre les ondes électromagnétiques. À partir du 1er janvier 2017, les employeurs ont l'obligation de protéger leurs salariés des risques liés aux champs électromagnétiques. Un décret ministériel a été publié cet été pour inciter un certain nombre d'entrepreneurs à se lancer sur le marché de la prévention. Particulièrement visés nos outils de communication du quotidien, la box, le téléphone ou le Wi-Fi. Dans la région montpelliéraine notamment, un particulier a choisi d'exploiter un système qu'il a développé voici 30 ans. Marlène Mec pour TV du Sud. Dans ce garage transformé en atelier, Alexandre met la dernière main à une coque pour smartphone. Extérieur, cuir, mais à l'intérieur, un dispositif destiné à protéger des ondes électromagnétiques émises par le portable. Un procédé développé et breveté par Pascal. Alors, c'est un dispositif breveté, donc je ne peux pas trop en parler, mais bon, ça repose sur 2 principes physiques fondamentaux. Voilà. Et en fin de compte, il absorbe, il renvoie pas, contrairement aux cages de Faraday ou au déphasage ou aux pièces. Il absorbe les ondes. Voilà. Mais la particularité, c'est que le signal n'est pas impacté.
On prend l'onde électromagnétique, donc champ électrique, champ magnétique, on absorbe les particules électriques, on transforme tout ça en magnétique, on l'absorbe, on le transforme, et il n'y a plus d'onde électromagnétique. Il y a quelques mois, cet ancien informaticien de Ganges, au nord de Montpellier, a cessé son activité pour se consacrer à son invention. Sa petite entreprise mise sur l'application au 1er janvier d'un décret qui oblige les employeurs à protéger leurs salariés des champs électromagnétiques et multiplie les déclinaisons. Le côté téléphone, c'est une chose. Tout ce qui est pochette de téléphone, coque de téléphone, les box, les tablettes, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est Wi-Fi. Il y a encore aussi le côté micro-ondes, ça c'est encore autre chose, qui est très important bien sûr. D'ores et déjà, on peut trouver le dispositif dans des magasins bio, des tabac-presse et des parapharmacies de la région montpelliéraine. Des ateliers de sensibilisation à l'environnement pour les jeunes, plus particulièrement à l'écomobilité, se multiplient dans les territoires. Comment se déplacer sans trop impacter la planète? C'est la question à laquelle 20 000 écoliers niçois ont été sensibilisés. Illustration à l'école primaire Rothschild avec Lucie Camin pour Azur TV. Pourquoi c'est important cette ligne, ce tramway? Présentation de la ligne 2 du tram. L'objectif, apprendre à ces élèves de CM2 à être écomobiles. Ils sont sensibilisés aux différents modes de déplacement et leur impact sur l'environnement et la santé. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la voiture et par exemple si il y en a un qui se gare n'importe où, ça évitera les accidents, et s'il y a des personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de possibilité d'en avoir, ils utilisent le tramway et ça évite la pollution aussi. Un atelier qui a du sens, ces enfants seront amenés à utiliser au quotidien le nouveau tramway. Cette ligne 2 fera en sorte qu'il y aura 20 000 véhicules jour en moins sur la promenade, moins 20% de pollution atmosphérique. Et donc c'est pour leur montrer en fait l'intérêt de ce type de transport, des transports propres, pour préserver encore la qualité de l'air et donc leur santé. Des ateliers pédagogiques en petits groupes pour mieux faire passer les messages sur l'éco-citoyenneté. Sur ce stand, les enfants sont initiés aux économies d'énergie. Et j'ai programmé à 7 h, l'ampoule va s'éteindre. C'est ça. Hop, l'ampoule s'éteint. Ça fait mal aux yeux. Donc c'est magique, on n'a plus pour le sapin de Noël et l'éclairage. Ça s'éteint automatiquement. J'apprends qu'il faut économiser l'électricité. Pourquoi c'est important apparemment selon toi? Après ça pollue la planète. La ville, la métropole Nice-Côte d'Azur et les services départementaux de l'éducation nationale renouvellent une convention sur 3 ans. Un acte qui officialise la mise en œuvre de 22 actions pédagogiques tout au long de l'année. C'est à la fois les pollutions sonores, les pollutions visuelles, les pollutions maritimes. C'est aussi un acte citoyen pour faire prendre conscience à ces enfants que demain, le monde dans lequel ils habitent doit être préservé, et quelles sont les actions finalement qu'à leur niveau, ils peuvent prendre en charge pour protéger notre planète. 20 000 enfants des classes de maternelle au CM2 bénéficieront de ces ateliers autour de la mobilité durable. Élise et moi, voilà un cadeau qui pourrait se retrouver sous de nombreux sapins de Noël. Les candidats à l'élection présidentielle en jeu, c'est un jeu de société inventé par un Girondin dont le but est de devenir président de la République. Pour atteindre cet objectif, il vous faudra réunir toutes les qualités qui feront de vous le candidat idéal. Vaste programme, Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde l'a essayé. Vous vous imaginez déjà président de la République prononçant un discours officiel debout à la tribune. Cela n'a rien d'une utopie, enfin presque, puisqu'il s'agit du but du jeu Élise et moi. Mais avant de devenir le prochain chef de l'État, il vous faudra triompher de vos adversaires. On est confronté à un certain nombre d'épreuves qui correspondent aux qualités qu'il faut pour être un bon président de la République, un bon candidat en tout cas. Donc il faut de la culture politique, donc il y a les cartes Sciences Po, il faut des convictions, il y a les cartes débat, il faut être prêt à répondre à toutes sortes de questions à tout moment, il y a des cartes en campagne, et il faut un bon sens de la communication avec tous les publics, et donc il y a des cartes dialogue avec les Français. Et puis il y a d'autres petites épreuves, trouver son slogan de campagne, choisir un ministère qui n'existe pas, annoncer quelle sera sa première mesure symbolique quand on est élu. Voilà, donc les joueurs s'affrontent et puis au final il y a un président de la République. Un concept de jeu qu'Emmanuel de Lestrade porte en lui depuis 2007 et qui est loin d'être le premier jeu de société créé par cet ex-journaliste. Je suis avec ma femme un grand amateur de jeux
Et donc on avait depuis longtemps l'idée de sortir des jeux de société. Donc on en a déjà sorti 6 ou 7 depuis 1996 avec notre premier jeu qui à l'époque s'appelait Tohu Bohu. Puis ensuite, il y a eu un jeu sur le vin, un jeu sur le foot, des jeux pour le réveillon, etc. Et donc là, ça faisait une bonne dizaine d'années qu'on n'en avait plus fait. Et pour les 20 ans des éditions Papote, on récidive avec ce jeu sur les élections. Pour l'heure, Élysée-moi a été tiré à 1000 exemplaires. Le jeu est disponible dans certains points de vente à Bordeaux et en Sud-Gironde, ainsi que par correspondance. En fonction de son succès, le jeu pourrait sortir en version enrichie, c'est-à-dire avec davantage de questions, mais aussi dans une vraie boîte. Voilà, c'est la fin de ce journal. On passe à la une et la revue des quotidiens régionaux aujourd'hui. Évidemment avec des unes dramatiques concernant Alep. En ce qui concerne l'Est éclair, Alep, la fuite des survivants, les atrocités commises à Alep ont provoqué un tel tollé qu'un accord a été trouvé hier soir. Civils et rebelles vont pouvoir sortir de l'enfer. Alep écrasé pour Libération Champagne avec une photo d'Alep dévastée à la une. Pour Ouest France, c'est la fin du calvaire des civils à Alep avec un point d'interrogation. Mais également 2016, l'année noire de l'agriculture, titre Ouest France aujourd'hui. Le Maine libre également sur un agriculteur déprimé. L'agriculteur avait envisagé le pire. Il est producteur laitier. Il s'appelle Philippe Dom. Il a 35 ans. Il est tombé dans la dépression jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. Et aujourd'hui, il veut que son témoignage serve aux autres dans le Maine libre aujourd'hui. Dans la Nouvelle République, action de groupe lancée contre Sanofi. Vous savez, il s'agit de l'affaire de la dépakine à la une de la Nouvelle République. Pour le Télégramme, ces collèges, la fièvre est retombée, même si elle est toujours critiquée. Cette réforme du collège a finalement été appliquée par le corps enseignant sans trop de heurts. Chaque établissement a mis en place sa propre organisation, s'adaptant en fonction des moyens disponibles. Et c'est un état des lieux depuis la rentrée que fait le Télégramme. On reste avec les jeunes. Le Parisien ce matin, c'est le droit de vote à 16 ans. C'est pour bientôt. Des voix de plus en plus hautes se plaident pour cette mesure, une prémajorité qui mettrait aux jeunes, qui permettrait aux jeunes de se réconcilier avec la vie politique, mais qui ne les séduit pas forcément. C'est une enquête intéressante dans le Parisien aujourd'hui. Pour l'Écho de Haute-Vienne, Cazeneuve devant les députés. Tout va très bien. Le nouveau Premier ministre a prononcé son discours de politique générale devant une Assemblée nationale en proie au chahut. Le refrain est connu. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ça va d'ailleurs être le thème du débat que je vais avoir maintenant avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui m'ont rejoint sur ce plateau, avec Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour Cyril, merci bonjour à d'être tous. avec nous. Bonjour Olivier Allemand, vous êtes directeur général de Campagne TV, merci d'être avec nous. Et bonjour Guillaume Doyen, vous êtes le directeur de la rédaction de la Gazette des Communes. Merci d'être avec nous sur ce plateau, vous êtes un habituel de cette matinale d'infos. On va tout de suite démarrer avec Bernard Cazeneuve, bien sûr, on vient d'en parler lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale hier. On peut réformer sans abîmer la fonction publique. François Fillon était visiblement sa cible. On l'écoute et on en vient au débat après. Protéger les Français, cela passe aussi, mesdames et messieurs les députés, par une fonction publique reconnue et respectée. Proposer de supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires en quelques mois, c'est remettre tout simplement en cause la capacité de l'État à assumer ses missions les plus élémentaires. Comment en effet assurer la sécurité des Français avec moins de policiers, moins de gendarmes? Comment soigner avec moins de personnel hospitalier? Comment garantir l'égalité des chances avec moins d'enseignants? Comment accompagner les enfants handicapés à l'école avec moins d'auxiliaires de vie scolaire? Certes, notre fonction publique doit se réformer, s'il vous plaît, et elle le fait d'ailleurs en permanence. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs les députés, et je vous le dis du fond du cœur et avec conviction, on peut réformer sans abîmer et on peut moderniser sans détruire. Denis Jambard, c'était Bernard Cazeneuve à l'Assemblée nationale. Discours de politique générale. La chasse au Fillon est ouverte, officiellement. C'est un exercice absolument impossible qu'il avait à faire hier. Il n'a pas fait si mal d'ailleurs, mais d'abord impossible parce que il n'a pas grand-chose à proposer. Il a 130 jours officiellement devant lui aujourd'hui. Mais en politique, c'est beaucoup. À peine 2 mois. En politique, ça peut être beaucoup, non? Oui, non, mais c'est pas beaucoup. Ça sera beaucoup si
par malheur, il y avait des attentats, mais c'est très court, on ne peut plus lancer de réforme, d'autant que, vous le savez très bien, le Parlement s'arrête fin février. Donc il n'y a plus de possibilité de faire passer des textes. La deuxième chose, c'est que il a essayé de vendre le bilan de François Hollande. C'était un peu désespéré. D'ailleurs, il l'a tellement enjolivé qu'on peut se demander pourquoi François Hollande n'a pas été candidat, si c'est ici extraordinaire. Mais François Hollande avait prononcé lui-même, en renonçant à se présenter, le requiem de son propre quinquennat. Donc il lui reste qu'une arme. Au fond, c'est s'en prendre à l'opposition et s'en prendre au candidat de la droite, c'est-à-dire François Fillon. Et de fait, comme Fillon a un programme radical, même s'il commence à l'amender, notamment sur l'assurance vieillesse, eh bien, c'est fait. Il y est allé et ça lui a permis d'ailleurs de rassembler. C'est l'assurance maladie. Sur l'assurance maladie, pardon. Ça lui a permis de rassembler sa majorité, d'obtenir un score supérieur à celui de Manuel Valls. Guillaume Doyen, le Figaro.fr titre un grand oral sans relief. Mais est-ce que c'est justement parce qu'il plaît au fond chez Bernard Cazeneuve? Exactement, c'est un bon titre. Je pense en effet que Bernard Cazeneuve, le personnage à la fois rond et droit dans ses bottes pour parler d'un autre, fonctionne assez bien. Comme ministre de l'Intérieur, il a assumé ses fonctions avec une certaine dignité. En tout cas, c'est un personnage rassurant qui, pour faire 5 derniers mois, ou 3 ou 2, selon la façon dont on compte les pouvoirs. En réalité, ça compte plus beaucoup. Voilà. Mais disons que c'est une bonne tête d'affiche de fin de quinquennat. Voilà. C'est vrai que c'est Olivier Allemand. Oui, 56% d'opinion favorable ce matin au sondage. Oui, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une vraie quand même acceptation, en tout cas, des Français sur ce style-là. François Hollande qui remonte à 35. Mais c'est le style, c'est quand même le style Cazeneuve qui est quand même plébiscité. On va dire qu'il a fait toute sa carrière et dans toutes ses fonctions ministérielles aussi, et même comme député de la Manche, il a quand même fait toute sa carrière dans un style qui était politique, parce que c'était une vraie bête politique, mais peut-être pas avec des phrases politiciennes. Et c'est vrai qu'il a appelé aussi dans son discours hier à une notion de respect entre les parlementaires, à l'appel avec un vrai pacte républicain pour faire un petit peu de la politique autrement. Et ça, je pense que c'est quand même aussi respecté par les Français. Et puis dans cette période d'affrontement violent lié à la primaire, ça calme le jeu, on va dire. Oui, mais il est là aussi pour ça. Mais je pense quand même, ce qu'il faut retenir, c'est cette attaque contre François Fillon. Alors, elle a un mérite parce qu'elle rassemble les troupes, compte tenu du discours de Fillon, mais elle a aussi un risque, et ça m'a frappé d'ailleurs à travers les interventions à la fois de Jacob et de Vigier ensuite, c'est-à-dire qu'elle réunit aussi la droite derrière son candidat. Les présidents de groupe parlementaires et UDI. Républicains et UDI. Et donc, ça les rassemble, ça les oblige, et j'ai eu vraiment ce sentiment hier, à se mettre derrière François Fillon. D'une certaine manière, à la fois, il tape, et en même temps, ça facilite le jeu de François Fillon pour rassembler ses troupes. Guillaume Doyen, on disait, on parlait du match des personnalités, hein, IFOP, donc on rappelait Bernard Cazeneuve en tête avec 56%, François Fillon s'effrite, 48%, Manuel Valls descend, 45%, et on note qu'Alain Juppé est à 54%, il reste deuxième. Ce baromètre, il ne correspond pas vraiment au vote des Français, au fond. Non, c'est la gloire des perdants, les baromètres. Vous savez, vous sortez du jeu. Forcément, vous ne pouvez plus faire beaucoup d'erreurs. Vous n'êtes plus dedans. Donc, vous montez en gamme. Et puis, il s'agit quand même de personnages assez respectables, ma foi. Juppé n'est pas détestable. Ce clivage assumé, voulu avec François Fillon, il peut porter ombrage au candidat de la droite et du centre qui est sorti de la primaire? Bien sûr, on voit bien que d'abord... Parce que cet effritement ne veut pas dire grand-chose. Il est l'objet de toutes les attaques aujourd'hui, parce qu'avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, ce sont les deux seuls qui peuvent dire la route est tracée et maintenant cap sur la présidentielle. Ce n'est pas encore le cas pour la gauche, puisqu'on va assister, et on assiste d'ailleurs déjà à une bataille de chiffonniers. Je vous renvoie déjà aux querelles du jour entre Peillon et Valls sur le fait que M. Peillon n'a pas... Ce qui est sidérant pour quelqu'un d'ailleurs qui donne des leçons d'éthique, il n'a pas payé ses cotisations au Parti socialiste, et pas versé non plus ce que doit verser le parlementaire, chaque parlementaire à son parti. Donc voilà, on ne peut pas donner des leçons à la terre entière et ne pas être soi-même exemplaire. Donc, mais on voit bien à travers ce petit épisode assez bas finalement, la violence de cette primaire. Il fait de l'ombre à Manuel Valls aussi, Bernard Cazeneuve? Non, je ne crois pas, parce que, sincèrement, il n'est pas dans la bataille de la primaire. Je pense qu'on lui a demandé de ne pas se prononcer pendant cette bataille. Il
quand même souligner le fait que Jean-Yves Le Drian, ce qui n'est pas rien, s'est rallié à la candidature il était Valls, présent hier soir à la réunion de Manuel Valls. Ouais. Olivier Allemand, Campagne TV, vous en êtes le directeur général. Le plan proposé, c'est 13 mesures par la FNSEA pour relancer l'agriculture française à destination des candidats à l'élection présidentielle. Oui, c'est vrai que hier, le syndicat FNSEA, le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, a lancé... Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Exactement, dont le président Xavier Belin a annoncé justement les 13 mesures que devrait prendre dans les 200 jours qui suivent l'élection présidentielle le candidat pour relancer l'agriculture française. On l'a vu dans les titres tout à l'heure de la presse quotidienne régionale. Ça a été 2016 une année noire pour l'agriculture. Et donc il y a 13 mesures phares autour de la compétitivité, de la fiscalité, du statut même, là aussi, de l'agriculteur qui a été proposé par la FNSEA. Alors c'est vrai que on fustige souvent l'hégémonie de ce syndicat majoritaire et là aussi, j'allais dire, l'hyper-présence de son président. Il n'empêche que aujourd'hui, la fiscalité et la compétitivité pour pouvoir là aussi faire en sorte que notre première agriculture européenne retrouve là aussi ses couleurs est importante. Alors dans les mesures, c'est tout simple, c'est un plan d'investissement de 6 milliards d'euros entre 2017 et 2022, tout simplement pour moderniser les exploitations. Il faut savoir que on est capable aujourd'hui, dès 2018, de faire 50% d'œufs bio ou label rouge en France. C'est ce que demandent les consommateurs français. Mais pour ça, il faut moderniser un certain nombre d'exploitations. À titre de comparaison, c'est 500 millions d'euros qu'il faudrait investir d'investissement technique pour pouvoir atteindre ce niveau de production. C'est ça, en tout cas. On sait pour qui penchent plutôt les agriculteurs aujourd'hui. Les agriculteurs aujourd'hui sont plutôt centre droit historiquement, mais c'est vrai que... Et de plus en plus Front National, quand même. Et de plus en plus Front National. C'était le cas au régional, et c'est en ça que François Fillon a raflé pas mal, justement, la mise du vote agricole aujourd'hui. Mais il y a une notion aussi qui est importante. On parlait du suicide des agriculteurs tout à l'heure aussi. C'est la notion de statut de l'agriculteur. Aujourd'hui, ils n'ont pas de statut. C'est-à-dire que... non, mais de statut même fiscal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une exploitation agricole fait faillite, c'est sur les deniers propres de l'agriculteur, alors qu'un chef d'entreprise, à partir du moment où il a le statut de chef d'entreprise, finalement, la faillite de l'entreprise, elle n'est pas impactée sur son patrimoine personnel, quoi. Ça, c'est important. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet. Guillaume Doyen, la Gazette des communes. Alors, nouveau quartier, immeuble neuf ou rénové, les centres-villes s'embourgeoisisent. S'embourgeoise, se gentrifie. Alors, ça... Se gentrifie, oui. Voilà, on emploie cet anglicisme aussi. Alors ça, c'est une question qui peut rentrer dans la campagne d'ailleurs, puisque il y a un géographe qui reproche Guy Lui, qui dit sans cesse que les habitants des faubourgs de la troisième couronne sont délaissés. Alors, on va pas dire que ça se boboise? Alors oui, on peut le dire dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de métropoles, c'est le cas. C'est un phénomène qui est à l'œuvre depuis un certain temps. D'ailleurs, quand on refait un quartier, les logements sont plus coûteux, on rajoute des services publics, mais il faut aussi rajouter que la pauvreté dans les centres-villes, contrairement à ce qu'on croit, est importante, presque plus importante que dans les banlieues. Il y a un taux élevé, pas loin de 20%, et un certain nombre de villes d'une certaine taille ont besoin de changer leur structure sociale. Et c'est une politique d'aménagement qui ne dit pas vraiment son nom. Non. Elle est rampante. Alors c'est rampant. Aucun maire français, aucun élu français ne dit je veux plus de bourgeois dans mes villes. Ils disent tous je fais de la mixité sociale, ce qui est une façon simple en fait de faire venir les classes moyennes. Mais il faut ajouter que ces villes-centres ont des charges particulières liées à leur situation. Elles financent beaucoup de choses, donc elles ont besoin de gens qui payent des impôts. Ça explique aussi cette politique qui n'est pas du tout absurde. Gentrification. Une France des villes moyennes et des petites villes qui est quand même désolée. Absolument. Quand on les traverse, il n'y a plus de centre-ville. Les boutiques sont fermées. Il y a un besoin là aussi. Moi, je trouve que c'est un très très grand sujet. C'est comment réanimer ces centres-villes. Alors ça change la carte électorale aussi de ces centres-villes. Donc les votes. Moi, ce que je pense, c'est que ça change les partis carrément. Je pense que les élus de gauche à la tête de métropole, en réalité, sont portés au pouvoir par maintenant une classe moyenne supérieure. Et c'est l'exemple, c'est Paris. Merci. L'exemple Paris. Merci voilà. Guillaume Doyen, directeur de la rédaction de la Gazette des communes. Merci Olivier Allemand, directeur général de Campagne TV, et Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin, qu'on retrouve tout à l'heure pour le débrief. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais aussi c'est une particularité de notre matinale dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. À tout de suite. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Léo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, on passe au zapping. Le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info. On le regarde ensemble. Accusé de vouloir démanteler la sécurité sociale, François Fillon sort de son silence et riposte dans une tribune que publie Le Figaro. Au lieu de regarder les faits, mes détracteurs me soupçonnent de vouloir privatiser l'assurance maladie et diminuer les remboursements. C'est évidemment faux. Est-ce qu'il est revenu sur ce qu'il annonçait dans son programme? Mais non. La réponse est non. Dit nous couvrirons tous les soins. Mais il a dit exactement même les rhumes. Mais il a dit exactement la même chose. Tous les soins. C'est un premier retour, un premier recul. Il y en aura d'autres, sans doute. C'était une boulette, une bourde, une erreur? C'était une mauvaise interprétation de ce que certains voulaient. Vous voyez, il faut prendre les pieds dans le tapis. Mais quoi, il connaît mal ses sujets? C'est pas ça. François Fillon était le candidat de l'inflexibilité. Il est devenu en quelques heures le candidat de la confusion. Disons que c'est un peu le piège des primaires. Vous savez, on gagne la primaire à droite et après la présidentielle, il faut la gagner au centre. François Fillon se rend compte aujourd'hui qu'il a été élu dans la primaire de droite, que la primaire de droite, c'est pas la France, et qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de réaliser à quel point son programme est dangereux. Il y a un projet caché qui est à peine caché, c'était celui de la primaire. On va confier de plus en plus de responsabilités aux organismes complémentaires, et ça, c'est inquiétant. Quand certains, dans cet hémicycle, se situent dans une perspective de déremboursement des dépenses de santé, mon gouvernement, lui, agira inlassablement pour renforcer le droit de nos concitoyens à se faire soigner. Oser faire un discours de politique générale alors qu'il ne peut pas y avoir de temps pour inscrire cette généralité, c'est jouer un peu avec les institutions. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît. Merci. On a un Premier ministre qui entend se servir de ces 5 mois pour essayer d'aider le futur candidat du Parti socialiste. C'était un discours électoral avant tout. Bernard Cazeneuve, sur son discours de politique générale, a obtenu une large confiance à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette confiance, vous la lui auriez donnée ? Je pense que dans le contexte actuel et au regard de la personnalité, de la manière dont il a présenté sa feuille de route, je crois que je lui aurais donné. La seule personnalité, même si j'ai eu avec cette personne des désaccords sur différents sujets, la déchéance de nationalité ou l'affaire du Burkini, la seule personnalité qui a l'envergure d'un homme d'État, c'est Manuel Valls. Venu de nos rangs, le débat a été mis très tôt sur les Roms pour finir sur le Burkini, c'est-à-dire sur des questions identitaires. Je n'ai pas peur de l'identité, mais j'ai une identité. Elle est républicaine, démocratique, sociale et laïque. Et on ne peut pas me les éloigner, il n'y a pas de service d'ordre. Mais il faut les battre, mettez-les au pas. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour, l'invité politique de cette matinale d'info ce matin, c'est Aurélie Filippetti. Bonjour Aurélie Filippetti, merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la Moselle, ancienne ministre, et vous êtes un soutien d'Arnaud Montebourg. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Mickaël Zamels de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Aurélie Filippetti, une trêve pour évacuer les civils a été adoptée hier sous l'impulsion de la France. Est-ce que c'est à mettre au crédit du président Hollande ? Oui, bien sûr. Il faut saluer cette vision très volontariste qu'il a eue sur la question de la Syrie, d'ailleurs depuis longtemps. Il faut déplorer que malheureusement on n'ait pas eu l'aval international pour faire quelque chose de plus fort pour sauver Alep. Maintenant, moi je pense à tous ces civils qui sont dans des situations d'extrême péril. Là-bas, il y aura une manifestation, un rassemblement ce soir devant le centre Pompidou à Paris en solidarité avec les civils d'Alep. C'est de la solidarité, ça on le comprend très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Est-ce qu'aujourd'hui vous demandez par exemple à ouvrir en grand les portes pour accueillir les réfugiés, un peu comme l'avait fait Angela Merkel ? Non, mais je pense que déjà l'initiative de la France hier soir était une très bonne initiative. Et maintenant, je pense qu'il faut se préparer à accueillir effectivement une part de ces gens qui ont fui Alep, puisqu'on sait qu'il y a, je crois, 80 000 personnes qui ont fui rien qu'au cours des 15 derniers jours. Donc je crois que maintenant, l'Union européenne doit se
prendre en main, prendre en charge ces réfugiés en les répartissant au sein des différents pays européens, parce qu'on ne peut pas laisser ces gens aux mains soit de Bachar el-Assad, soit de Daesh. Sur le plan diplomatique, Bachar el-Assad se remet en selle avec la chute d'Alep. Est-ce que du coup c'est un interlocuteur à qui il faut désormais parler? Est-ce qu'il redevient obligatoire? Non, moi je crois que c'est une erreur de la part de François Fillon d'avoir souhaité la reprise d'une discussion. Finalement, est-ce qu'il souhaite une normalisation de la relation avec ce dictateur? Non, il faut évidemment qu'il y ait des sortes de pression qui continuent d'être exercées sur Bachar el-Assad, et évidemment que notre politique contre Daesh intervienne. Mais finalement, Daesh et Bachar el-Assad, ce sont les deux faces d'une même tyrannie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Je crois que... Quelle solution sur le long terme? Parce que si vous discutez avec Vladimir Poutine, avec Bachar el-Assad, par exemple Arnaud Montebourg, s'il était élu président de la République, il ne discutera ni avec Poutine, ni avec Bachar el-Assad. Il a dit qu'il discuterait avec Poutine, mais en ayant vraiment à cœur de défendre à la fois évidemment les intérêts de la France, mais aussi certaines valeurs, notamment certaines valeurs des droits de l'homme qu'on ne peut pas accepter de voir bafouées. Donc il faudra discuter, mais de manière très ferme, avec Poutine. En revanche, Bachar el-Assad n'est pas un interlocuteur qui doit être abordé comme ça directement, et comme si finalement... François Fillon, il a tort, lui, aujourd'hui. Il a eu tort de parler comme cela. Je pense qu'il a eu tort. Parce que finalement, c'est comme si, maintenant, on a quelqu'un qui vient de massacrer une partie de son peuple, et à qui on dit, on va reprendre le dialogue avec vous. C'est quand même un très mauvais signal qui est envoyé. Est-ce qu'on va maintenant, à chaque fois qu'il y a un dictateur qui opprime son peuple, reprendre la discussion avec lui sous prétexte qu'il a fait comme ça une démonstration de force et de barbarie? Non, je crois qu'il faut au contraire être très ferme, et même si évidemment l'issue sera longue à trouver, mais au contraire, il faut au moins sanctionner par des paroles ce qui s'est passé. La prolongation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale a donné son feu vert hier soir pour une prolongation jusqu'au 15 juillet prochain. Vous avez voté pour ? Non, je me suis abstenue. Parce que je considère que ce n'est pas une bonne chose de prolonger indéfiniment l'état d'urgence. En même temps, je ne voulais pas voter contre parce que j'estime que ça fait partie pour le gouvernement évidemment d'un arsenal de mesures qu'il estime nécessaires contre le terrorisme. Je ne voulais pas donner un message de division, donc je n'ai pas pris part à ce vote. Je crois néanmoins qu'il faut se rappeler ce qu'a dit notamment le vice-président du Conseil d'État, ce que disent tous les juristes, ce qu'a dit le juge, ex-juge antiterroriste Marc Trévidic. Ce n'est pas l'état d'urgence qui nous permet de prévenir des attaques terroristes. Et alors comment en sortir de l'état d'urgence? Parce que c'est la question maintenant, on voit bien qu'on n'arrive pas à en sortir. Mais finalement, on n'arrive pas à en sortir pour des raisons uniquement politiques. Et peut-être parce que nous sommes en campagne électorale. Et que du coup, on ne veut pas donner un signal qui pourrait être récupéré par l'opposition. Mais ce qui est très grave, c'est que je pense qu'il y aura une nouvelle majorité qui sera élue en juin, une nouvelle assemblée, qui sera encore difficile d'en sortir à ce moment-là. Donc on va prolonger indéfiniment l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous pensez? Donc après 2017, on continuera à vivre dans l'état d'urgence? Je le crains profondément. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité voter cette prolongation. Parce qu'on va s'installer dans un régime qui doit être un régime d'exception, mais on l'installe dans la durée. Et ça, c'est dangereux pour les libertés publiques. S'il y a des mesures à prendre, pardon, mais c'est un point important, parce que s'il y a des mesures à prendre, elles doivent être prises pour améliorer l'état du droit, mais dans le cadre de l'état de droit. Et le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, fait passer des textes de loi. Mais on ne peut pas considérer que l'état d'urgence indéfini, ce soit satisfaisant pour les libertés publiques. À propos de vote, est-ce que vous avez voté la confiance en Bernard Cazeneuve? Oui, j'ai voté la confiance, mais parce que j'estime que Bernard Cazeneuve est quelqu'un qui a fait, d'abord, montre une certaine volonté d'apaisement, qu'il a besoin aussi, pour les mois qui lui restent, d'avoir un signal pour tenir le cap. C'est l'anti-Manuel Valls? En tout cas, son discours hier était un discours d'apaisement et un discours responsable. Et j'ai aussi apprécié le fait qu'il ouvre ce discours par une référence à Alep et à la tragédie d'Alep. C'était, je crois, un signe de plus que d'humanité, mais de grande conscience politique. C'est Aurélie Filippetti, députée de la Moselle, ancienne ministre, qui est l'invitée de Territoire d'Info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Aurélie Filippetti, sans parlementaire. Hier, autour de Manuel Valls à la Maison de la Chimie, une réunion pour montrer ses soutiens. Est-ce qu'il progresse dans sa volonté de rassembler Manuel Valls?
Oh, il a toujours eu des parlementaires avec lui, des élus du Parti socialiste. Donc chacun a ses troupes. Finalement, vous savez, autour d'Arnaud Montebourg, on a plusieurs dizaines de parlementaires, des élus locaux, beaucoup d'élus locaux, soit régionaux, départementaux, des maires aussi. La présence de Jean-Yves Le Drian a été notée aussi hier soir. Oui, mais très bien. Mais bon, ce sont des gens, après tout, c'est cohérent. C'est cohérent que des gens qui aient participé au gouvernement de Manuel Valls pendant les 2 dernières années soutiennent Manuel Valls. Ce qui ne serait pas cohérent, ce serait plutôt le contraire, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait au gouvernement? Bon, mais voilà, ce sont des questions. Du bilan, c'est ce que vous dites. Pardon? Tous détenteurs du bilan. Bah, en tout cas, ils l'ont tous assumé et aucun n'a émis de désaccord pendant les mois qui viennent de s'écouler. Aurélie Filippetti et Marie-Noëlle Lienemann ne prend pas position. Hein. Elle s'est retirée de la primaire, mais elle espère une convergence, un ticket entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Est-ce que vous souhaitez aussi ce type de convergence? Elle dit trop de division va empêcher la mobilisation. Bien sûr, elle a raison. Le premier tour, il faut pas une convergence quand même, un ticket. Elle a raison, mais il y a une convergence des idées d'ores et déjà. Et on sait très bien qu'au 2e tour, il y aura un rassemblement qui sera naturel entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est que des gens qui soutenaient Marie-Noëlle Lienemann, comme Jérôme Guedj, par exemple, sont maintenant, Emmanuel Morel aussi, député européen, sont maintenant résolument engagés avec nous et avec Arnaud Montebourg. Pour dynamiser et pour peut-être affirmer la campagne d'Arnaud Montebourg, est-ce qu'il ne faut pas quand même, dès le premier tour, un ticket? Oui, vous savez, la campagne, elle est d'ores et déjà dynamisée. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'élus. Il y a Yann Gallu, qui était un député qui n'était pas de notre motion lors du dernier congrès, par exemple. Il y a donc des ralliements, beaucoup de gens qui sont des élus locaux aussi, l'ancien maire de Florange, par exemple, donc avec des symboles forts. Aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les idées. Et je pense qu'il est légitime aussi qu'il y ait certaines idées qui s'expriment, qui puissent avoir, avoir le temps de s'exprimer dans les débats qui vont avoir lieu pendant le mois de janvier. Vincent Peillon, est-il un bon camarade socialiste? Oui. Enfin, écoutez, il a tout. Moi, je n'ai pas de bons points ou de mauvais points à donner. Il doit quand même près de 19 000 € au parti. Ah oui, mais bon, je ne suis pas la trésorière du Parti Socialiste. Donc est-ce que c'est normal qu'un candidat... il y a des règles, de toute façon, s'il ne règle pas ses, ne pas être en règle, ses arriérés. Oui, mais s'il ne règle pas ses arriérés, il ne pourra pas se présenter. Je crois que les règles sont claires. Donc voilà, il faut qu'elles s'appliquent, bien sûr. Elles doivent s'appliquer pour tout le monde. Ça a été le cas pour les candidats aux législatives aussi. On devait tous être en règle vis-à-vis de nos cotisations. Dimanche soir, il disait qu'il était le candidat de l'éthique en politique. Ça vous inspire quoi? La réponse est dans votre question. Ouais. Donc, mais vous savez, ce qui est important, c'est que tous ces candidats s'inscrivent dans le cadre de la primaire. Et ça, c'est pour moi l'essentiel. Aurélie Filippetti, vous avez évoqué les idées pour cette primaire de la gauche. Alors parlons du pouvoir d'achat. Manuel Valls veut rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires. Arnaud Montebourg est pour aussi. Il l'a dit en mai dernier, je crois, il était le premier à en parler. Mais comment expliquer qu'en février 2012, il trouvait que c'était une idiotie parce qu'il disait c'est supprimer des milliers d'emplois. Il n'y a pas un revirement là dans le domaine des idées? On était contre avant, maintenant pour la primaire on est pour? Non, vous parlez de la défiscalisation des heures supplémentaires? Non, ça a toujours été, en tout cas pour Arnaud Montebourg, un problème parce que très vite on s'est rendu compte de la perte énorme de pouvoir d'achat que ça avait impliqué pour notamment la classe ouvrière et pour les gens qui travaillent finalement pour des petits salaires. Pour eux, c'était une source de revenus non négligeable. Donc il faut aussi savoir reconnaître parfois ses erreurs. Et puis on peut aussi tirer les leçons de l'expérience. Empiriquement, on voit que ça a fonctionné, que les gens y étaient attachés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Arnaud Montebourg dit qu'il faudrait revenir là-dessus, parce que tout simplement, c'est vrai que le fait de les supprimer, ça a créé dans une partie importante de la population, et des classes populaires encore une fois, une incompréhension. Je parlais de François Fillon qui, finalement, il ne veut pas privatiser l'assurance maladie. Il a même enlevé quelques petits signes, visiblement, sur son site internet. Vous estimez quoi? Que c'est un rétropédalage nécessaire? Vous le saluez ce matin? Moi, je crois que là, par contre, il y a un problème de confiance. C'est que on voit que dans une campagne électorale, certains s'estiment autorisés à tout dire. Donc, quand on fait une campagne de primaire, on va faire une campagne à droite. Donc, on va avoir des propositions très à droite. Et puis ensuite, on se recentre. Mais où est la vérité là-dedans? Où sera la vraie politique de François Fillon? Je pense que finalement, il a exprimé dans sa campagne des primaires ce qu'il pensait vraiment. C'est-à-dire quelqu'un qui a été Premier ministre pendant 5 ans ne peut pas ne pas savoir les conséquences que ça aura de dire on va moins bien rembourser les petites maladies. Rien ne changera, on sera remboursé de la même façon, peut-être mieux encore. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais si c'est ça qu'il fait, s'il est élu, d'accord, ce serait une
plutôt une bonne nouvelle. Mais enfin, le fait qu'il ait pu imaginer de moins bien rembourser et de laisser surtout les mutuelles et les complémentaires prendre le pas sur la sécurité sociale, ça c'est très grave. Alors, sur le chantier de la sécurité sociale, par exemple, quelles sont les propositions d'Arnaud Montebourg? Parce qu'il est sur la 3e marche du podium, là, ce matin, du baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio. Il est 3e derrière Bernard Cazeneuve. Il est à égalité avec Emmanuel Macron à 51% de bonnes opinions. Manuel Valls est à 45%, mais il a toujours l'ascendant sur les sympathisants de gauche. Donc, comment Arnaud Montebourg peut-il reprendre la main, notamment sur un sujet comme la Sécu? Sur la Sécu, il faut parler plus généralement de la santé en France. Et pour lui, pour moi aussi, d'ailleurs, la question, c'est que la politique de la santé en France, et notamment autour de la sécurité sociale, ça a permis à la France d'être le leader mondial en matière de soins. On a le meilleur système de santé au monde. Ça, il faut le rappeler. Mais il est déficitaire depuis 15 ans, donc est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause de ce système? Il est déficitaire, mais il faut saluer le travail, pour le coup, de Marisol Touraine, qui a quand même bien réduit ce déficit. Et d'autre part, en matière de sécurité sociale, de maladie, il y a un déficit qui est presque inhérent au fait qu'on doit rembourser des maladies qui ne peuvent... Les longues maladies, par exemple, par définition, ça n'est pas rentable. C'est pour ça que la proposition de Fillon était scandaleuse. Par définition, on ne peut pas rentabiliser, équilibrer quelqu'un dont le coût hospitalier par jour va être de 5 000, 8 000, parfois 10 000 euros par jour. Mais qu'est-ce que cela crée? Le fait que l'on soutienne ainsi notre système de santé, d'abord, ça crée du bien-être pour notre population. C'est un droit pour les Français, et ils le savent, d'être soignés, quelle que soit leur feuille de paye ou quel que soit leur patrimoine. Ils sont tous soignés de la même manière, en tout cas c'est ça l'esprit de la Sécu. Et deuxièmement, il faut aussi voir combien cela crée d'activité économique et de richesse économique sur le territoire. C'est qu'on a évidemment tous les métiers de l'hôpital, mais on a tous les métiers de la pharmacie derrière, on a l'ensemble des laboratoires, donc des chercheurs, on a des laborantins, on a des filières d'excellence là encore, avec des groupes pharmaceutiques par exemple français qui sont parmi les premiers mondiaux, et ça met la France en position de pointe. Donc du point de vue économique, cet investissement dans la Sécu, il a aussi d'énormes retombées qui ne sont pas calculées quand on calcule simplement le trou de la Sécu. Aurélie Filippetti, on sait que vous êtes la compagne d'Arnaud Montebourg à la ville. C'est plus facile, quand on connaît bien la politique, d'être deux, à être engagé? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que tous les gens qui travaillent dans les mêmes domaines connaissent les avantages et les inconvénients. Moi, ce que je dois dire, c'est que de toute façon, j'aurais fait la campagne de toute manière. Et ce que je défends, ce sont des idées. Avant de défendre un homme, il faut aussi un peu dépersonnaliser cette... Vous pouvez croire forcément plus en lui, en le connaissant bien. En tout cas, je connais son authenticité. L'authenticité de son engagement, son courage, et puis aussi je sais quel travail cela représente, quel investissement ça représente en termes d'élaboration de programmes et de volonté d'aller écouter les gens. Je crois que surtout c'est ça qui est important. Aurélie Filippetti d'avoir été l'invitée. Territoire d'info sur Public Sénat Sud Radio. Avec la presse quotidienne régionale, on passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, et j'accueille sur ce plateau Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Cyril, bonjour Denis, bonjour à tous. Et j'accueille Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin, qui était dans la première partie de cette matinale d'info. Bonjour. On parle d'Alep tout de suite. Aurélie Filippetti pense que c'est à mettre au crédit de François Hollande, cette évacuation demandée des civils, adoptée hier, sous l'impulsion de la France. Yves Tréhard. Peut-être, si c'est le cas, il n'y a aucune raison de le faire. Un président français qui ne se représente pas est encore utile dans l'exercice diplomatique. Un président français qui ne se représente pas, il reste président de la République jusqu'à la fin de son mandat. La France reste la France, avec toute membre du Conseil de sécurité aussi. Avec toute l'autorité qu'il a, et effectivement, la France reste... C'est un vrai sujet. On pouvait penser que François Hollande ne pourrait pas prendre d'initiative. Mais si, mais attendez, il n'est quand même pas... faut voir. Je veux dire, on peut critiquer sa politique, on peut critiquer la façon dont il a conduit la France pendant 4 ans et demi, mais il reste... c'est quand même un homme qui a le sens des responsabilités. J'ose l'espérer. Bon, là... je crois que de toute manière, la vérité, c'est qu'on aurait pu, s'il y avait eu une communauté internationale importante, cohérente, et si entre la France, l'Angleterre et les États-Unis,
il y avait eu une réelle entente, on aurait pu éviter ce qui s'est passé à Alep, parce que c'est quand même terrible ce qui s'est passé là-bas, et ça n'a pas été possible parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre et parce que le maître du jeu sur place, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est le maître de la situation. Rendez-vous compte quand même d'une chose. Bachar el-Assad, il y a eu le printemps arabe en Syrie en 2011. Bachar el-Assad, on entendait ici ou là dans les capitales occidentales que ça allait être une affaire de mois. Moralité, Bachar el-Assad s'est maintenu, non seulement il s'est maintenu, mais il va rester à la tête de la Syrie comme il le souhaitait. Donc finalement, tout ça pour ça. Aurélie Filippetti, elle a soutenu François Hollande dans l'exercice de cette présidence de la République qui, quand même, fonctionne diplomatiquement. Non mais écoutez, comme je viens de le dire, la France a un siège au Conseil de sécurité, il est normal qu'elle fasse entendre sa voix. 2, c'est une question historique. La France a eu un mandat sur la Syrie. C'est une affaire de toute façon. Cette zone-là, ça remonte... Saïx-Picot, 1915, des accords et une répartition de la gestion. Et on n'en est plus jamais sorti. Plus jamais sorti. Donc la France a une sorte de devoir historique dans cette affaire-là, qui explique aussi qu'elle donne de la voix. 3, quand même, arrêtons toujours de tout regarder sous le prisme français. C'est pas une manière de dévaloriser l'action de François Hollande, mais il faut écouter ce qui s'est passé aux Nations Unies hier soir. En réalité, il y a aussi eu un affrontement entre les États-Unis et la Russie. La voix des États-Unis s'est fait aussi entendre pour permettre cette évacuation. Deuxième sujet, on vient d'en parler avec Aurélie Filippetti, 100 parlementaires autour de Manuel Valls à la Maison de la Chimie hier, une réunion pour montrer ses soutiens. Quand on lui demande si Manuel Valls rassemble au fond, réussit à progresser dans ce rassemblement, elle dit c'est normal que ses ministres et les parlementaires le soutiennent. Je suis assez d'accord que c'est normal, c'est quand même l'ancien Premier ministre, qu'il ait encore... quelques ministres et des parlementaires autour de lui. Bon, il en avait 150 la semaine dernière. Je sais pas, il en avait que 100 là, peut-être. En tous les cas, l'entrée en campagne de Manuel Valls est quand même assez poussive. Il a du mal. C'est normal en qualité d'ancien Premier ministre et compte tenu de sa personnalité et de son autorité que il soit quand même un petit peu devant, si vous voulez. Ce qui n'est pas normal en revanche. Et moi, je trouve ça très étrange. C'est l'espèce d'absence d'Arnaud Montebourg, finalement, dans cette campagne. Lui qui a le verbe haut, qui généralement est une bête médiatique quand même. C'est un bon client pour les médias, qui porte des idées... C'est une stratégie, selon vous? Je suis pas sûr. Je pense qu'il a un projet qui, contrairement au projet qu'il portait en 2011, que je combattais complètement, parce qu'à mon avis, c'était un très mauvais projet, mais enfin, il le portait avec vigueur et avec brio. Et à 18% dans sa et qui a fait quand même 18%, et c'est ça l'important, c'est la gauche. Mais... Et là, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il demande. Oui. C'est assez inaudible. La campagne démarre. Ah bah oui, mais le problème, c'est que la campagne, elle va être très courte. Parce qu'on va avoir quand même dans cette campagne une forme de trêve à partir de la fin de la semaine prochaine, de cette semaine, début de la semaine prochaine, fameuse trêve des confiseurs. Et puis après, vous avez à peine 3 semaines. Donc c'est extrêmement court. Donc on a, en effet, je partage le sentiment d'Yves, on a le sentiment qu'il n'a pas donné, comme on dirait en termes sportifs, le coup de rein nécessaire pour décoller. Et par ailleurs, ne négligeons pas Benoît Hamon qui tout d'un coup fait son petit bonhomme de chemin. Il a de la place. Et du coup, oui, il a un espace. Il a laissé de l'espace à son principal concurrent. Et Emmanuel Macron, là-dedans? Il regarde et il avance. Il est en marche. Alors lui, il a fait une véritable percée, puisque la démonstration de force qu'il a faite ce week-end, et même avant, enfin, je veux dire, c'est assez étonnant. Il y avait du monde, oui. Mais c'est quand même très étrange, moi, je trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la niaque et de conviction peut-être suffisante de la part d'Arnaud Montebourg, qui est quand même retiré de la vie politique au quotidien depuis plus de 2 ans. Ça veut dire il a fait un tour dans le privé. Il a fait un tour dans le privé, il a réfléchi, je sais pas. Mais c'est quand même étonnant. Il y a quelque chose qui manque, il y a une espèce de passion qui manque, qui existe d'une certaine façon chez Benoît Hamon, qui se sent porteur d'un message, encore une fois qu'on soit d'accord ou pas. Mais c'est quand même assez étrange. Alors, il reste quelques minutes. Denis Jeanbart, vous vouliez parler de Christine Lagarde, qui était devant les juges, et vous disiez que cet affrontement avec Stéphane Richard paraissait surréaliste, directeur de cabinet contre son ministre. Écoutez, moi, je lis, j'écoute la défense de Christine Lagarde, et je suis absolument sidéré par ses propos. C'est-à-dire qu'on a l'impression
qu'au fond, elle ne connaissait rien, qu'elle a été dupée, abusée dans cette affaire-là. Mais où elle est naïve, où elle est incompétente. Dans les deux cas, elle est responsable de ce qui s'est passé. De votre avis aussi, frère? Oui, complètement. Je trouve que son attitude est pas tout à fait au niveau, si vous voulez, des responsabilités qu'elle porte aujourd'hui. Elle est quand même à la tête du FMI. Elle a changé souvent de discours. Je sais pas, son système de défense est très mauvais. Ouais. Et je trouve qu'elle est assez ridicule. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque Stéphane Richard est appelé à la barre pour témoigner, je pense qu'elle va passer un très très mauvais quart d'heure. Parce que c'est un peu prendre Stéphane Richard pour un lampiste que de tout vouloir lui mettre sur le dos. Hein. Lui, il était là comme membre du cabinet. Et après tout, quand il peut y avoir des décisions de gouvernement, pourquoi elle ne dit pas que c'est une décision de gouvernement que d'avoir fait ce choix, cette décision de gouvernement qui arrive en plus après plein d'options qui ont toujours été favorables à la médiation depuis Dominique Strauss-Kahn au tournant des années 2000. Mais oui, Yves a raison. Et d'ailleurs, au début, elle a légitimé l'arbitrage. Ça existe, ça. Ben, bien bon, sûr. après, on peut contester cette méthode-là, mais ça existe. Et puis maintenant, elle fait comme si cet arbitrage, elle ne l'assumait pas. Merci, Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin. Merci Yves Tréhard. Merci beaucoup. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On passe maintenant au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info, et on le regarde ensemble. Accusé de vouloir démanteler la sécurité sociale, François Fillon sort de son silence et riposte dans une tribune que publie le Figaro. Au lieu de regarder les faits, mes détracteurs me soupçonnent de vouloir privatiser l'assurance maladie et diminuer les remboursements. C'est évidemment faux. Est-ce qu'il est revenu sur ce qu'il annonçait dans son programme? Mais non. La réponse est non. Il dit nous couvrirons tous les soins, mais il a dit exactement la même chose. Même les rhumes. Mais il a dit exactement la même chose. Tous les soins. C'est un premier retour, un premier recul. Il y en aura d'autres, sans doute. C'était une boulette, une bourde, une erreur? C'était une mauvaise interprétation de ce que certains voulaient. Vous voyez, il faut prendre les pieds dans le tapis. Mais quoi, il connaît mal ces sujets? C'est pas ça. François Fillon était le candidat de l'inflexibilité. Il est devenu en quelques heures le candidat de la confusion. Disons que c'est un peu le piège des primaires. Vous savez, on gagne la primaire à droite et après la présidentielle, il faut la gagner au centre. François Fillon se rend compte aujourd'hui qu'il a été élu dans la primaire de droite, que la primaire de droite, c'est pas la France, et qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de réaliser à quel point son programme est dangereux. Il y a un projet caché qui est à peine caché, c'était celui de la primaire. On va confier de plus en plus de responsabilités aux organismes complémentaires, et ça, c'est inquiétant. Quand certains, dans cet hémicycle, se situent dans une perspective de déremboursement des dépenses de santé, mon gouvernement, lui, agira inlassablement pour renforcer le droit de nos concitoyens à se faire soigner. Oser faire un discours de politique générale alors qu'il ne peut pas y avoir de temps pour inscrire cette généralité, c'est jouer un peu avec les institutions. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît. Merci. On a un Premier ministre qui entend se servir de ces 5 mois pour essayer d'aider le futur candidat du Parti socialiste. C'était un discours électoral avant tout. Bernard Cazeneuve, sur son discours de politique générale, a obtenu une large confiance à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette confiance, vous la lui auriez donnée ? Je pense que dans le contexte actuel et au regard de la personnalité, de la manière dont il a présenté sa feuille de route, je crois que je lui aurais donné. La seule personnalité, même si j'ai eu avec cette personne des désaccords sur différents sujets, la déchéance de nationalité ou l'affaire du Burkini, la seule personnalité qui a l'envergure d'un homme d'État, c'est Manuel Valls. Venu de nos rangs, le débat a été mis très tôt sur les Roms pour finir sur le Burkini, c'est-à-dire sur des questions identitaires. Je n'ai pas peur de l'identité, mais j'ai une identité. Elle est républicaine, démocratique, sociale et laïque. Et on ne peut pas me les éloigner, il n'y a pas de service d'ordre. Mais il faut les battre, mettez-les au pas. Voilà, c'était Territoire d'info sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous.